Bonjour à tous et bienvenue dans Pastille, le format court de course épique. Cette pastille fera souffler de temps à autre un vent de fraîcheur entre vos oreilles avec le meilleur de l'actualité running et trail, mais aussi des invités spéciaux ou encore des sujets sur le thème de la santé. Et j'imagine que la question vous titille, mais cette pastille ne remplace pas les formats habituels de course épique. C'est un format supplémentaire qui va nous permettre d'échanger encore plus sur notre passion commune. Allez, je ne tourne pas en rond plus longtemps et laisse place à notre pastille du jour. Bonne écoute! Salut Sébastien, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode Pastille, le format court de course épique. Bonjour Guillaume, moi aussi c'est un plaisir de m'entretenir avec toi comme d'habitude. On se retrouve avec grand plaisir à chaque fois. On s'était notamment croisé autour d'un micro pour l'épisode numéro 90 du podcast qui s'appelait Thor et Adore, où tu étais revenu sur ton Thor des Glaciers 2022, un épisode que les auditeurs du podcast et moi-même avions beaucoup apprécié. On avait fait une petite piqûre de rappel aussi à l'occasion de ta victorieuse Chartreuse Terminorum au mois de juin dernier dans ce même format Pastille. Donc voilà, je suis ravi de te recevoir à nouveau aujourd'hui, car comme le dit l'adage bien connu, Seb, jamais 203. Ouais, ben voilà. J'espère qu'on aura même son extension jamais 304 et que voilà, ça continuera ainsi à s'appliquer en boucle et qu'on aura plein d'occasions d'échanger au gré de tes belles aventures et tes courses qui vont pas manquer d'être épiques. On va aujourd'hui revenir plus particulièrement sur l'un de tes projets phares de 2024. Il y en a plusieurs, mais il y en a un auquel on va s'attacher en particulier. C'est ta participation dans quelques jours, quelques semaines à la Barclay, dont la date officielle n'est pas connue à ce jour. Voilà, mais la course se court habituellement au mois de mars, donc on ne devrait pas être très très loin niveau timing. Toi, tu as la réponse, mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas. Enfin, voilà, je pense ne pas me tromper en disant ça. Oui, c'est ça, c'est tenu secret en fait. On n'a pas le droit d'annoncer la date. Tu as un point rouge sur le front, là, justement. Je vois bien. Il y a Las qui vérifie. On est sur écoute pour être sûr qu'il n'y ait aucune info qui sorte. Méfie-toi. Sébastien, on enregistre cet épisode le 26 février. Figure-toi que c'est la date de naissance de Johnny Cash, qui aurait eu 92 ans aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es un adepte de sa musique ou si tu respectes le personnage. Écoute, je connais pas trop, donc. Bon, il est célèbre pour ses performances sur scène, en tout cas, notamment. Il a fait des tonnes d'albums et il a marqué la culture musicale américaine. Et il y a certains concerts qu'il a l'habitude de jouer dans un cadre qui est assez particulier et qui, en quelque sorte, pourrait être à l'origine de la Barclay. Est-ce que tu sais dans quel type de lieu il allait régulièrement se produire en concert? Bah du coup, je te dirais dans les prisons. Exactement. Il a été joué pas mal de concerts, il a même enregistré des albums qui ont donné lieu à des CD version live de ses concerts, parce que voilà, c'était important pour lui d'aller attirer l'attention sur les conditions de vie dans les prisons américaines et de plaider pour des changements dans le système pénal américain. Donc voilà, il a combattu pour ça et œuvré pour ça. Et effectivement, il a répété à plusieurs reprises des concerts dans ces environnements-là. Et donc oui, pour la petite histoire, effectivement, dans le parc de Frozen Head, où se tient la Barclay, il y a le pénitencier d'État de Brushy Mountain. L'histoire et la légende dit qu'à l'origine donc, de la Barclay, c'était en 1977, James Earl Ray, qui était l'assassin de Martin Luther King, s'est évadé et a réussi à parcourir seulement 8 miles, donc 13 km en 55 heures, qui a été la durée de son évasion dans les bois. Et donc Lazarus Lake, qui est le génial créateur de la Barclay, apprenant ça, a dit que lui aurait couru au moins 100 miles sur le même temps sur ces 55 heures et qu'il trouvait ça un petit peu dérisoire, voilà. Donc c'est ainsi qu'est né d'une certaine façon son projet de créer cette course au sein de ce parc de Frozen Head qui est globalement assez hostile. Je pense qu'on peut le dire, en tout cas c'est comme ça que la Barclay était née. Bravo Seb, ça commence fort. Bravo, oui, pour la prison, d'accord. Pour la Barclay, on va attendre un tout petit peu, mais je souhaite qu'on se dise bravo dans pas très longtemps. Seb, on se connaît pas mal, les auditeurs aussi commencent à te connaître. Je vais un peu varier autour de l'exercice de présentation. Je vais te demander de te présenter autour de 3 dates emblématiques pour toi. Donc, tu peux aller piocher dans le registre personnel, dans le registre sportif, dans le registre pro. À toi de t'amuser autour de ça. Voilà, 3 dates un peu fondatrices pour toi, très subjectives par définition. Ah, t'es dur, hein, parce que d'habitude, des fois, tu m'envoies les questions en avance et du coup, je peux un peu préparer. Alors là, j'improvise complet, quoi. Euh, écoute, il y a 3 une moments forts, première. en tout cas, si tu n'as pas les dates, 3 moments forts que tu as envie de partager Non, avec nous. non, mais une première date, je dirais 2001, c'est quand je suis parti dans le sud, après 30 ans dans les Yvelines en région parisienne, où je me suis mis au sport outdoor et où j'ai croqué la nature et puis par différents moyens de locomotion, je me suis mis à la course d'orientation, au kayak, au raid, au VTT, vraiment avec passion. Donc ça, je dirais que c'est une première date clé. La deuxième date clé, je sais pas, elle me vient comme ça, ce serait le décès de mon papa en 2007, subite. Bon, il est décédé sur son vélo. Et je sais pas, j'ai l'impression que il est avec moi, j'ai sa force en permanence. Et voilà, je pense à chaque fois à lui sur toutes mes courses.
Ça a changé des choses, toi, dans ta façon sur son départ soudain, ça a changé des choses en toi, ta façon de vivre? Oui, complètement. Lui, il avait toujours eu peur d'être en retraite. Il adorait son travail et finalement, il est décédé sur son vélo juste avant de prendre sa retraite. Donc, je me suis dit, arrête, vis l'instant présent. Et depuis son départ vraiment précipité, je suis dans l'instant. J'essaye de profiter des moments qui me sont offerts et surtout, je me projette pas comme lui sur du long terme. Ça sert à rien. En fait, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment vivre pleinement son année, chaque journée, sans penser au lendemain, parce que ça peut gâcher des moments présents quand tu imagines des choses négatives. Du coup, c'est trop dommage, quoi. Si elles arrivent, bah tant pis. Puis ça sert à rien de se projeter là-dessus. Et puis oui, quand même une troisième date pour moi, c'est la date du Covid, finalement, où je suis parti sur des projets personnels différents et qui m'ont lancé un petit peu dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle carrière individuelle, même si j'ai pas laissé tomber le côté collectif, quoi. Voilà. Merci Seb pour ces 3 dates. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ta pratique du raid d'aventure, les grandes lignes, tu l'as déjà expliqué dans le podcast, mais peut-être juste redonner un peu le cadre. Et puis toi, voilà, le niveau le haut niveau jusqu'auquel tu as évolué encore tout récemment là, au championnat du monde. Enfin voilà, est-ce que tu peux éclairer un petit peu notre audience sur toi, ton avancée dans cette discipline, à quel point elle est aussi essentielle et à quel point tu en as un fervent défenseur? Bah oui, avec plaisir. Moi, j'aime toujours parler du raid aventure parce que je trouve que c'est vraiment le plus beau sport du monde. C'est un sport d'équipe déjà, ça c'est la première donne, c'est très important. On est 4 dans une équipe mixte en plus et on doit toujours évoluer ensemble pendant ces raids aventure qui peuvent durer quelques heures ou plusieurs jours en fait. Cette épreuve se pratique uniquement en orientation et on évolue avec différents moyens de locomotion, donc avec nos pieds ou avec un vélo ou avec un kayak ou avec des cordes. Et ce sont des longs parcours qui sont proposés par l'organisateur. Avec mon équipe, on parcourt le monde entier sur des terres naturelles et sauvages extraordinaires. Et on doit toujours être ensemble. Le raid d'aventure, on est 4 au départ et on doit en permanence rester à 4, avancer à 4 de concert et franchir la ligne d'arrivée après avoir pointé tous les points de passage qui sont représentés par des balises. Voilà, c'est un sport d'équipe, de découverte, de partage, générateur d'émotions et de souvenirs assez fantastiques. Et c'est des épreuves qui se tiennent sur plusieurs jours. C'est vraiment, on est sur une épreuve au long cours là. Alors, tu as des épreuves à la journée en France et qui sont très agréables avec un format un peu rapide, on va dire sprint. Tu as des épreuves de Coupe du Monde qui durent entre 3 et 5-6 jours. Non-stop, où tu dois gérer ton sommeil, ton alimentation, etc. À la débrouille. Il y a aussi un autre versant de ton parcours sportif, Seb, qui s'est révélé, je pense, aux yeux du monde, disons-le, un peu plus tardivement, en tout cas, voilà, plus récemment, en tout cas, à l'occasion, je pense, à l'Échappée Belle, notamment en 2018, puis au premier Tour des Glaciers auquel tu as participé, sur lequel tu as signé une victoire et voilà, une performance qui a été remarquée. Quelle place, toi, tu as envie de donner aujourd'hui au trail dans ton activité, enfin, en tout cas, dans ta pratique sportive? Est-ce que c'est important pour toi d'avoir ces deux jambes-là? Là, c'est les deux, à la fois le raid d'aventure et le trail, doivent coexister. Est-ce que tu as un choix à faire ou est-ce que ce choix-là, tu as décidé que tu ne le ferais pas? Ouais, c'est un peu ça. Prends toujours autant de plaisir à partir avec mes amis dans des grandes aventures. Et du coup, j'ai pas envie de laisser tomber ces grands moments de partage et de découverte. Et en même temps, depuis 2020, je suis parti sur des aventures solo. Alors pas toujours avec un dossard, des fois juste en mode solo, sur des grandes introspections, des grandes balades personnelles avec ou sans dossard qui m'ont vachement épanoui, qui m'ont apporté beaucoup en termes de connaissance de moi, en termes de confiance, en termes d'exploration. Et du coup, j'ai pas envie de faire un choix aujourd'hui. Là, cette année, j'ai construit un programme avec 3 grands projets solo et 2 grands raids d'aventure. Je pense que cet équilibre-là, j'ai envie de le garder. On verra d'année en année, mais puis on verra comment je passe les années aussi, parce que j'avance dans l'âge. Donc voilà. Bon, pour l'instant, c'est ça. Tu peux donner ton âge peut-être pour nos auditeurs, Seb, pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Et oui, 51 déjà. Eh oui. Seb, on va revenir un petit peu en arrière là, sur cette année 2023 avant de se projeter sur la Barclay. Donc le 19 juin dernier, tu étais le premier finisher de la Chartreuse Terminorum, qui est une course d'orientation sans assistance de 300 km, 25 000 mètres de D+, qui est souvent considérée comme la petite sœur française de la Barclay, qui est organisée dans le massif de la Chartreuse, comme son nom l'indique, dans l'Isère. Est-ce que toi, tu avais appréhendé cette course-là comme une révision de la Barclay? Est-ce que c'était un objectif
en soi, enfin un plein objectif, ou est-ce que c'était aussi, il y avait un calcul derrière ça qui était l'idée de peut-être, convaincre ou, que Laz aussi porte un regard sur ton parcours pour qu'il puisse, t'ouvrir peut-être les portes de la Barclay? Et ben écoute, au départ, j'avais ambitionné de faire la Barclay, mais Lazarus m'avait pas choisi dans les 40 sélectionnés. Du coup, je m'étais dit, ben, en France, on a la même épreuve, ou en tout cas sa petite sœur, et donc pourquoi pas y aller et tenter. Et du coup, j'y suis allé dans l'idée de faire le mieux possible et de découvrir un peu ce format de course Barclay, quoi, entre guillemets. Et oui, forcément, dans un coin de ma tête, je me disais, si je réussis la Terminorum ou un bon truc là-bas, peut-être que ça convaincra Lazarus de me prendre pour la Barclay américaine. Mais écoute, je suis allé à cette Terminorum pour découvrir, me faire plaisir et vivre une grande aventure, et ça a été le cas. Et tu étais pas tout à fait dans la meilleure disposition de mémoire sur cette course-là en plus, tu étais pas, au top de ta forme? En fait, voilà, moi je suis pas athlète professionnel, donc du coup j'ai un boulot, alors prof de PS qui me passionne, mais qui me prend aussi beaucoup de temps. Et c'est pas évident de s'entraîner sur les périodes scolaires. Là, je me rends compte je suis en vacances depuis 3 jours, et ça y est, là c'est facile, quoi. Tu t'entraînes 3-4 heures par jour, tu profites de ta famille, tu te reposes le reste du temps. Et c'est pas la même, quoi, quand t'es sur des semaines de collège intenses. Bah, tu essaies de trouver quelques moments pour t'entraîner, mais forcément, c'est pas idéal. Et c'est vrai que les courses de septembre sont top pour moi, parce que j'ai juillet, août pour me préparer comme un athlète professionnel, entre guillemets. Et là, c'est idéal, quoi. Donc, ouais, la Terminorum au mois de juin, j'étais pas au top de ma forme. Je sortais d'un raid d'aventure en Croatie, mais malgré tout, avec tout mon vécu et mon expérience, j'ai pu compenser. Quels enseignements t'en as gardé dans la perspective peut-être de la Barclay? Beaucoup, hein, parce que du coup, c'est un format répétitif. Alors, si ce n'est que la Terminorum, c'est des boucles que tu dois réaliser en moins de 16 heures. La Barclay, c'est des boucles que tu dois réaliser en moins de 12 heures pour pouvoir repartir. Du coup, l'enseignement principal, c'est que sur le premier et le deuxième tour, c'est bien de la jouer en équipe. Et c'est un peu le cas. Et j'ai cru lire que sur la Barclay aussi, c'était le cas. C'est-à-dire que pour la recherche des livres, il vaut mieux être groupé, pour la notion de rythme, de trouver son itinéraire aussi, parce que la Barclay, on va être dans une forêt sombre et lugubre, difficile, hors sentier. Donc, c'est vrai que quand tu es à plusieurs, qu'il y en a un qui fait la trace, c'est plus facile. Donc, l'enseignement principal, c'est vrai que c'est de me dire, la Barclay, ça va être bien de s'entourer pendant un tour, 2 tours, voire 3 tours, de camarades de jeu, quoi, pour faire cause commune. Est-ce que ça a pu te conforter aussi, toi, dans tes capacités? On sait que tu as confiance en l'expérience que le raid aventure t'a permis de développer et puis tes différents succès, notamment sur le Thor. Est-ce que ça a aussi continué d'asseoir cette espèce de confiance en toi, là, même en disant que dans des conditions pas optimales de préparation, tu arrives à te sortir d'une course dont personne n'avait jamais réussi à sortir avant toi? Oui, bah, de toute façon, chaque expérience de vie comme ça te conforte, te donne de la force. Et c'est vrai que tu te rends compte que de toute façon, je le dis toujours, ces épreuves-là, c'est 80% de mental. Donc, sur cette Terminorum, j'ai vraiment joué sur cette force mentale en me disant, tu l'as déjà fait, tu connais cette longueur d'effort, ce dénivelé, ce kilomètre aussi. Donc, si tu veux, voilà, c'était une expérience de plus. Derrière, il y a eu un Thor des glaciers encore qui m'a encore, euh, comment dire, de donner une expérience supplémentaire qui a marqué mon corps une nouvelle fois. Donc, du coup, oui, chaque course comme ça est un grand positif et riche d'enseignements, ça c'est certain. Ton Tour des glaciers, là, justement, du mois de septembre, c'était quoi l'objectif affiché? Tu en avais été victorieux. Est-ce que là, l'idée, c'était d'améliorer ton temps, chose que tu as faite très largement, d'ailleurs, quasiment 10 heures de moins cette année? Oui, j'avais envie d'aller plus vite. Oui, oui, j'avais envie de bien me préparer, d'aller plus vite, parce que l'année passée, je le découvrais, j'avais fait quelques erreurs de parcours. J'avais surtout très très envie d'y retourner, parce que le tracé est magnifique et j'avais envie d'en profiter. Et puis je me disais que si j'allais plus vite, j'allais pouvoir voir des choses de jour que je n'avais pas vues la nuit l'année précédente. Enfin, il y a des tas de petites choses comme ça. Puis toujours dans l'idée de dépasser ses limites, de progresser, c'est toujours un peu mon leitmotiv. Donc oui, j'avais envie d'aller plus vite, ouais, c'est certain. Ouais. Pour donner quelques chiffres, donc c'est une course que tu as bouclée en 114 heures et 29 minutes pour 450 km et 32 000 mètres de dénivelé positif. Voilà. Ça donne le tournis. Ça n'a pas été une partie de plaisir, hein. Tu as failli te perdre dans une tempête, tu as des problèmes à la jambe. Forcément, des aléas sur ce genre de course, il y en a sur 5 jours. Oui, oui, bah oui, de toute façon, oui, sur 5 jours, comme tu le dis, hein, il y a toujours des aléas. Et le début de course, j'avais très chaud. En fin de course, il faisait très mauvais dans les orages en très haute altitude, donc c'est pas évident. J'ai eu, comme beaucoup de coureurs, une douleur aiguë au jambier antérieur. Donc,
il y a forcément des petits aléas. Il faut passer outre. Il faut les surmonter. Et puis, euh, et puis mine de rien, tu te dis bon ben il y a encore moyen d'aller plus vite quoi. Donc ça c'est pour une prochaine fois, tu vois, ça peut être aussi moteur quoi. Seb, tu as participé plus récemment donc avec ton équipe au championnat du monde de Rad Aventure là, en Afrique du Sud au mois d'octobre. C'est une compétition qui s'est pas exactement passée comme vous l'espériez. Est-ce que c'est aujourd'hui un souvenir qui est encore sensible pour toi? Est-ce que c'est un apprentissage de plus? En fait, avant de partir en Afrique du Sud au championnat du monde, je me demandais si j'allais encore continuer les raids d'aventure. Ça m'animait toujours autant autant que mes aventures personnelles. Et en fait, je me suis rendu compte que oui, c'était passionnant en fait. Et on a vécu un truc très très fort là-bas. On a eu effectivement un fait de course. Il y a une balise qu'on n'a pas trouvée. On était à 50 mètres à côté. Très tôt dans la course d'ailleurs. Ouais, très tôt, quasiment les premières 24 heures. Et puis, Ce qui est dur après, j'imagine, pour continuer là. eh ben, on a eu cette force mentale, tu vois. L'équipe est restée soudée et on s'est dit, on fait notre course pour nous et puis on verra bien. Et puis on a franchi la ligne en seconde position, ce qu'on n'avait jamais fait, pour ensuite ne pas être classé officiellement second à cause de ce problème de balise. Et si tu veux, moi, je garde toujours le meilleur de ces expériences et j'ai aucun ressentiment, j'ai aucune rancœur. Je garde un très bon souvenir finalement et ça a été une expérience incroyable humainement. Même l'après-course, tu vois, il faut être fort pour, tu vois, pour vivre un podium où tu sais que tu as terminé le second et que tu le méritais, et puis voir que tu n'es même pas appelé sur le podium, c'est des petites choses comme ça qui sont à vivre, quoi, hein, que c'est des expériences et ça te donne, je peux te dire qu'au championnat du monde en fin d'année 2024, on va avoir une motivation supplémentaire et une confiance parce que si on a réussi à faire ça malgré ce coup près qu'on avait là, c'est fort ce qu'on a fait. Donc, non, je suis assez fier en fait de mon équipe, de ce qu'on a vécu. Et puis voilà, je vais pas, faut pas jouer les blasés, tu vois. J'ai cette chance-là de vivre des aventures incroyables. Du coup, j'en garde que le positif, quoi. Cette seconde place qu'on n'a pas eu officiellement, c'est pas grave. Dans notre cœur, on sait qu'on l'a. Et puis tu fais pas que ça pour des médailles, tu vois, ni la gloire. Tu fais ça pour vivre un truc personnel fort, quoi. Donc là, on l'a eu. On a eu cette émotion et c'est l'essentiel. Seb, on va se plonger plus particulièrement dans notre sujet du jour, donc la Barclay. Je vais être ta contribution pour la présenter. Je vais te donner quelques chiffres clés. À toi de me dire à quoi ils correspondent. Ok? Je pense que tu vas t'en sortir Faut essayer, haut la ouais. main. 1986. Donc c'est la première édition. Exactement. 160. C'est la théorie des miles, peut-être, des miles à parcourir. Ouais, la théorie des kilomètres, en théorie, c'est 160, mais on Ah, sait que ça va souvent lorgner vers les 200, régulièrement en tout cas. ouais, à mon avis, c'est plus des miles, effectivement, ouais. 18 000. 18 000, bah, c'est le dénivelé positif, mais là aussi, il doit être théorique et c'est possible que ça soit davantage. Ouais, il y a du 20 000 aussi, ça dépend un peu. Effectivement, tout ça, c'est selon le bon vouloir de Laz. 5. 5, c'est le nombre de tours à réaliser en moins de 60 heures si on veut être considéré comme finisher. Et 3. 3, alors 3, si tu finis 3 tours, c'est la fun run, voilà, t'as ton petit diplôme intermédiaire, on va dire, et finalement, peu de coureurs le réussissent chaque année, donc c'est déjà une belle performance, c'est pas évident. 60 heures. Et ben voilà, j'en ai parlé, 60 heures, c'est c'est la limite à ne pas dépasser si on veut être finisher. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chaque tour, c'est moins de 12 heures, mais tu peux prendre un peu d'avance sur les premiers tours, et c'est important pour pouvoir finir ton second avant 24, ton troisième avant 36, et ton quatrième avant 48, et puis le Graal, finir avant 60 heures. D'accord, Voilà. donc ça se cumule pas. Si tu repartais au bout de 11h30, tu n'aurais pas 23h30 pour faire jusqu'à 23h30 pour faire la deuxième boucle. C'est vraiment 24 heures 40. Heureusement que non, ouais. Ouais, D'accord. souvent, les plus rapides finissent le premier tour en moins de 9 heures, ça arrive, quoi. Donc, t'as 3 heures d'avance pour la suite, quoi. 40. 40, c'est les 40 élus chaque année, quoi, les 40 chanceux, on va dire les 40 suicidaires, parce que quand t'écoutes Laz, c'est ça, il t'envoie la lettre de condoléances. Donc, du coup, tu te dis, oh, plus tard, là, je vais au suicide, quoi. Donc, c'est les 40 malchanceux, selon Laz, qui sont au départ. 1,60. Ça, c'est le prix exorbitant Mm, d'inscription, 1,60 $. Ça fait Et cher le oui, bah, kilomètre. et c'est, ouais, non, mais là, quand tu vois les prix actuels de certains trails, tu te dis que Laz, il faudrait s'inspirer un peu davantage de Laz. 17. On touche au but. Et 17, c'est le nombre de finishers de l'histoire de la Barclay. Voilà, pour dire depuis 1986. Voilà, Sachant que certains d'entre eux ont fini plusieurs fois. voilà. Donc c'est dire comme l'épreuve est difficile.
Et on espère qu'on aura bientôt une première féminine. On pense à notre petite Claire Banwart quand même, ce serait chouette que ce soit elle. Ben oui, mais Claire, elle a pas été sélectionnée cette année, donc du coup, elle aura pas sa chance cette année, mais On lui souhaite un jour en tout cas. je connais pas son niveau en orientation, mais elle a par ailleurs, à mon avis, les qualités mentales et physiques pour réussir ce défi, ouais, c'est sûr. En tout cas, qui que ce soit, on serait très heureux qu'une femme vienne au terme de la Barclay. Et enfin, dernier chiffre, Seb, qui est corrélé à ce qu'on vient de se dire juste avant, 2%. Et c'est le nombre de finishers, voilà, sur Mm, l'histoire de la Barclay. absolument. Bravo. Merci d'avoir fait mon travail, d'avoir planté ainsi le décor. Je voulais revenir avec toi sur ton rapport plus personnel à la Barclay. Est-ce que tu te souviens de la première fois dont tu as entendu parler de la Barclay? Non, je pourrais pas te dire, mais ça fait bien 15 ans que je la suis chaque année. Et avec dans un petit coin de ma tête l'idée d'y aller un jour, tu vois, mais non, je pourrais pas te dire le jour où je me suis dit tiens, c'est quoi cette course, c'est incroyable. Mais ouais, ça fait bien 15 ans que je la suis en tout cas chaque année. T'as été intrigué tout de suite en tout cas? Ouais, oui, forcément, ouais, ça t'intrigue, hein. C'est quand j'ai démarré, c'était la fin des raids gauloises au niveau du raid aventure et du coup ça m'intriguait. Et après il y a eu cette Barclay qui m'intriguait. J'ai lu des livres, voilà, et j'ai vu des reportages. Et souvent les copains m'envoyaient à chaque fois qu'ils entendaient parler de la Barclay, ils me l'envoyaient parce qu'ils me disaient allez à 7, il faudra que tu y ailles un jour. Et voilà, là c'est cette année. Et c'est un beau défi, c'est excitant. Voilà, c'est excitant de se dire que même si la course en elle-même a rien d'excitant, hein, parce qu'aller dans Frozen Head, dans cette forêt là pendant 60 heures. Cette forêt qui est assez sale entre guillemets au sol, t'as pas de point de vue non plus, tu Lugubre vois, presque. donc ouais, voilà, c'est pas la course, c'est la course certainement la plus Austère en tout cas. Mm. d'un côté la plus passionnante à vivre peut-être cette année, d'un autre côté la moins sympa aussi, tu vois, en termes de paysage, de découverte. Je vais pas, voilà. Tu l'as donc dans ton radar là, depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Depuis quand vraiment tu considères le fait de pouvoir participer à la course? C'est plus récent, ça fait 2-3 ans, c'est ça? Oui, c'est depuis mes traversées des Alpes et puis mes torts des glaciers, tu vois, je me suis dit que l'orientation, tu vois, on dit souvent que la Barclay, il y a trois grandes compétences à avoir, c'est des qualités d'orienteur, un gros mental et un physique quand même hors pair, quoi. Et du coup, l'orientation, moi, ça fait 15 ans que je la pratique sur des cartes compliquées à travers le monde et du coup, j'ai cette expérience-là. Du coup, ce côté-là, je savais que je l'avais, quoi. Après, il fallait que je développe une grande endurance sur la mono-activité, course à pied, marche, courir, tu vois, et puis le mental. Et du coup, bon, voilà, là, je me suis dit depuis 2-3 ans, mais franchement, vas-y, quoi. Faut pas avoir de regrets, il faut essayer, quoi. Est-ce que tu peux nous dévoiler, enfin en tout cas peut-être pas révéler, mais nous en dire un peu plus sur le processus d'inscription? On sait que voilà, il faut arriver à entrer en contact avec Laz. Est-ce que toi ça a été donc ça fait plusieurs fois que tu arrives à le contacter. Là, tu as eu une petite inquiétude sur cette année puisque tu n'avais pas reçu la confirmation de ta participation. Donc voilà, est-ce que tu peux nous... Ouais, il y a un mystère. Enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça? Alors, écoute, tu dois donc trouver le mail de Lazarus, à toi de te débrouiller. Donc, tu contactes des anciens coureurs, et puis tu dois trouver la date aussi à laquelle il faut envoyer ta lettre de motivation. Voilà. Donc l'année dernière, j'avais réussi déjà cette première étape, donc il m'avait pas pris. Et puis cette année, je m'étais dit qu'avec justement cette Terminorum et ce nouveau Tour des Glaciers, j'avais toutes mes chances. Et il se trouve que fin novembre, là, beaucoup de coureurs avaient reçu leur lettre de condoléances parce qu'il envoie une lettre de condoléances pour t'annoncer ce malheur d'être pris à sa course. Et du coup, j'avais pas reçu. Donc, bon, bah voilà, je me suis dit, bon, ben, c'est toujours pas pour cette année. C'est très compliqué parce que une fois que tu es rentré dans le cercle, c'est plus facile d'y rester. Mais pour entrer dans le cercle des 40, c'est pas évident. Il est assez fidèle à ses anciens coureurs. Et donc, du coup, il a peu de places disponibles chaque année pour des nouveaux coureurs. Et il va aussi privilégier les coureurs qui demandent depuis parfois 10 ans pour venir à sa course et qui ont peut-être un potentiel de faire un tour ou deux, mais il a cette corde sensible-là, donc il va aussi sélectionner des coureurs qui n'ont pas le potentiel de finisher, mais qui sont des fidèles de la Barclay. Donc du coup, pour des coureurs comme moi qui demandent depuis pas très longtemps et qui ont un bon CV, finalement, il a pas tant de place que ça. Donc je me suis dit, bon, bah fin novembre, c'est mort. Et puis bizarrement, un peu avant Noël, j'ai reçu, après tout le monde, ma lettre de condoléances. C'est un peu un mystère, peut-être que je lui demanderai, je sais pas pourquoi il m'a fait patienter un peu plus que les autres.
On n'a jamais reçu une lettre de condoléances avec autant de plaisir, en tout cas, j'imagine. Ouais, non, mais c'est clair, mais c'était un jour dingue parce que ma nièce venait d'accoucher, donc j'étais pour la première fois grand-tonton, et puis j'avais donc comme un faire-part de naissance et une lettre de condoléances sur mes mails le matin, là, c'était incroyable. Ce jour-là, c'était un samedi, je m'en souviens très bien. Tu as eu l'occasion d'échanger avec Laz depuis la réception de la lettre? Non, non, je n'ai pas envoyé de message, rien. Je me prépare. Je me suis dit il a d'autres chats à fouetter qu'un petit Français qui veut exprimer sa joie de vivre. Non, non, mais je serais très contente de le rencontrer pour la première fois. C'est un personnage, il est rigolo, c'est parce on a un groupe privé avec tous les inscrits de la Barclay où il donne ses informations. Pour te dire le personnage, on n'a pas le droit, on n'a aucune montre GPS, rien, donc du coup pas de téléphone. Du coup c'est pour ça qu'on ne sait pas exactement quelle est la distance de cette épreuve, le dénivelé. Et en fait c'est lui qui nous donne une montre qui fait juste genre heure, tu vois, une petite montre toute simple. Et il s'amuse, il nous dit sur les 40, il y en a une qui a écran tactile. Et vous allez tirer au sort, et le pauvre, quand à l'écran tactile, vu la forêt, elle va sans cesse changer d'heure, etc., d'elle-même, toute seule, tu vois. Et du coup, celui qui aura l'écran tactile, il aura perdu vraiment au tirage. Et ça l'amuse, tu vois, il te balance ça, tu vois, il pourrait prendre 40 montres identiques, mais non, il en choisit une à écran tactile chaque année, tu vois, un personnage un peu, quoi. Mais il fait pas ça par cruauté. Il est visiblement quand même, il a beaucoup d'affection pour les coureurs. Et Ouais. tu sais, par jeu, quand tu lui dis, quand dans les reportages, les journalistes lui disent, mais pourquoi vous allumez une cigarette pour démarrer votre course? Et là, il répond, bah, parce qu'il faut bien s'amuser dans la vie, quoi. Tu vois, il est comme ça, quoi. C'est un personnage haut en couleur, atypique. Seb, je voudrais que tu nous parles un petit peu de ta prépa. Est-ce que tu as intégré des choses spécifiques là, compte tenu du chantier qui t'attend? Est-ce qu'il y a des choses que tu as mises en place très différentes? Là, ce que tu racontais peut-être de ton mono-effort, là, est-ce que ça a changé beaucoup de choses dans vraiment la structuration de tes entraînements? J'ai eu un hiver un petit peu compliqué. J'avais bien coupé en novembre-décembre parce que j'avais enchaîné. Et puis, j'ai enchaîné les virus, donc j'ai pas. Là, depuis une semaine, je me sens à nouveau bien dans mon corps et complètement disponible pour m'entraîner, mais j'ai un peu jonglé là, en janvier-février avec tout ça. Je m'étais surtout dit que bon, le côté orientation, j'avais pas besoin de le travailler, donc par rapport à d'autres coureurs, ça me faisait gagner du temps. Le côté mental, c'est pareil, j'ai pas l'impression d'avoir un travail à faire là-dessus. Donc du coup, je me suis contenté de séances vraiment spécifiques où j'essaie de trouver un ratio, de faire 1000 mètres de dénivelé sur 10 kilomètres. Des séances un peu spécifiques comme ça. La semaine dernière, je suis parti pendant 7 heures et j'ai fait 4000 mètres de dénivelé sur 36 kilomètres. Tu vois, en écoutant des podcasts course épique d'ailleurs, ça m'a bien fait passer le temps Quelle parce que belle idée! je faisais des navettes non-stop là sur mon radar de 500 mètres vers Fontaine de Vaucluse là. Donc je t'ai écouté avec casquette verte pendant 3 heures là, ça m'a bien Ok, détendu. ça occupe. Ça t'a permis de faire 2000 mètres de D+. Voilà, non mais c'est bien, non mais ouais c'est vrai, il y a des séances comme ça. Je me suis astreint à faire quelques séances comme ça. Par exemple hier soir, je suis parti dans le Jura à côté là, dans une forêt au-dessus de l'Ain là, il y avait des pentes impossibles en pleine forêt avec des arbres coupés, des ronces. Donc, ça restait parfait. Il pleuvait. Donc, hier soir, je me suis fait 1 heure de montée-descente sur des pentes improbables où j'ai essayé de voir justement ce que je pouvais descendre et à quelle pente je pouvais descendre ou monter avec mon équipement. J'ai fait quelques petites prépas comme ça spécifiques. Puis là, je suis en vacances là. Donc, pendant 15 jours, je vais faire des bornes et du dénivelé pour me faire une grosse caisse le plus possible. En tout cas, pour être physiquement, si physiquement je me sens bien au départ, ça pourra m'aider éventuellement à franchir les tours, quoi. Là, le moment que tu décris, là, quand il faut claquer la porte pour se lancer alors qu'il fait à moitié nuit, qu'il pleut, que tu sais que tu vas aller bouffer des ronces, etc. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que vraiment tu tires la patte ou est-ce que l'objectif suprême, qui est ta préparation pour te donner les chances de réussir la Barclay, prend le pas sur le reste et tu te poses pas du tout la question? Ou est-ce que malgré tout, il y a des moments où tu n'as pas envie? Bah, tu vois, quand t'es juste ce que je te disais, quand t'es en période de travail et que t'es fatigué le soir, bah des fois t'as pas envie de ressortir et je ressors pas dans ces cas-là. Et là, je suis en vacances et du coup, hier j'avais fait une sortie de 3-4 heures de vélo et hier soir je me suis dit allez va faire ça, c'est sympa. Je vais tester ma frontale, mon matériel un peu, mon nouveau matériel et du coup non, je te pose pas la question puis c'est rigolo quoi. Après, je suis pas parti 4 heures dans la forêt, hein, je suis parti 1 heure et demie et c'est du plaisir, tu vois. Il y avait des sangliers, enfin, tu sais, t'entends du bruit, ma frontale, je l'avais pas rechargée, je me retrouve avec une bougie à la place donc voilà, c'est bien, tu vois, c'est des moments tests, qui te permettent de mieux appréhender ensuite les courses, quoi. Non, non, c'est avec plaisir que je me fais des petites sorties comme ça. J'ai lu ça parce que c'est une question que je voulais poser sur la façon dont tu gères cette préparation. Est-ce que tu es seul, tu vois, à te donner le cadre au regard de toi, tes connaissances, ton expérience et question sous-jacente à ça,
Est-ce que tu as été sollicité? Je crois que non. En tout cas, des avis auprès de coureurs ou des retours d'expérience. Je crois que tu as approché l'assistant d'Aurélien Sanchez, je crois, Alexandre, pour avoir un aperçu de l'épreuve, c'est ça? À quel point tu t'es Ouais. documenté pour t'aider dans cette phase préparatoire? Écoute, en fait, je regarde pas du tout ce que font les collègues à l'entraînement. Je reste vraiment focus sur moi et je me prépare vraiment à la sensation. Tu vois, j'ai été malade pendant un mois, ben, j'essaie de faire des trucs quand même et puis de m'adapter à mon état physique. Donc sur mon entraînement, je me fie vraiment, j'ai pas d'entraîneur, je me fie à mon expérience et que là, ça a plutôt bien marché, donc j'ai assez confiance en ça. Et après, sur la course en elle-même, oui, Alexandre Rico, l'assistant d'Aurélien l'année dernière, qui s'est entretenu, je me suis entretenu au téléphone avec lui, c'était très sympa. Il m'a bien expliqué, il m'a bien débriefé un peu le chantier, quoi. Donc ça, c'est confortable. Du coup, tu te dis bon, je sais à peu près vers où je vais. Et puis, mais après, voilà, non, Aurélien, je lui ai posé une ou deux questions comme ça sur des communications de Laz. Je comprenais pas bien, tu vois. Laz, par exemple, il est rigolo. Il nous a annoncé un nouveau sentier, un nouveau truc qui nous permettrait pas de finir la course. Donc, je disais, mais t'as déjà entendu parler de ce sentier, Aurélien? Il me dit, bah non, là, on ne sait pas ce que c'est la nouveauté. Donc forcément, tu vois, cette Barclay cette année sera plus dure parce qu'il y a eu 3 finishers l'année dernière. Et bon, bah ouais, non, moi j'ai envie de découvrir. Comme la Terminorum, j'étais allé un petit peu comme ça à poil et ça me va bien aussi. J'aime bien, tu sais, tous nos raids d'aventure, c'est un peu, on découvre en fait, on n'a aucune info et puis on a les cartes même des fois sur l'instant. Là, je crois qu'on aura la carte la veille, donc c'est confortable. Enfin, c'est confortable en même temps pas trop parce que tu dors un peu moins bien du coup parce que tu étudies la carte, mais et le roadbook. Moi, j'aime bien avoir dans l'instant les cartes et le roadbook comme ça. Bah, t'es dans l'instant. Tu tiens pas. Avant, tu t'es bien reposé, puis t'attends le moment, le jour J, l'heure H et la minute, quoi. Et là, c'est parti. Tu regardes ta carte et t'orientes. Moi, c'est ce que j'aime un peu découvrir et farfouiller. Tu sais, c'est des énormes chasses au trésor, hein, nos courses. Hein, et la Barclay, ça va être un peu ça. Je vais avoir 13 ou 14 livres à trouver à chaque tour. Ça, c'est fun, ça. Quand tu trouves le Tu vois livre, un tu côté déchires ta ludique page. à cette course, ouais. Ben forcément, tu vois, quand tu fais un trail, tu as juste à suivre le sentier. Et puis, il y a pas ce petit côté adrénaline où tu approches du but. Tu vois, chaque balise en raid ou chaque livre sur une Terminorum ou une Barclay, c'est le petit moment excitant. Tu arrives sur zone et tu cherches. Bah, tu sais, t'es comme un gamin qui cherche les autres packs ou, tu vois, ou le cadeau planqué par tes parents pour une chasse au trésor. Là, c'est sympa, ça. J'avais reçu dans le podcast, dans l'épisode 77, Les Finisseurs, j'avais reçu Aurélien Delfosse, qui travaille à l'équipe et qui avait notamment écrit le livre Les Finisseurs et le film qui lui est associé avec Alexis Berg. Et, une des phrases qu'il m'avait dites à l'époque était que la Barclay doit devenir une obsession. Est-ce que c'est selon toi indispensable pour espérer y réussir? Est-ce que toi, tu as l'impression d'être dans cette logique obsessionnelle? J'ai pas tant l'impression de ce que tu m'en dis, en tout cas jusqu'à maintenant. Ben, je sais pas. Je serais bien d'en reparler après. J'y pense beaucoup. Je rêve de la Barclay, mais pas chaque nuit. En même temps, comme je te dis, j'ai un boulot prenant, j'ai une famille, donc t'as pas toujours l'esprit disponible. Là, c'est 15 jours de vacances, je vais beaucoup y penser, c'est certain. Si l'obsession te génère du stress et du sommeil en moins, tu vois, c'est pas bon. Après, c'est que je suis d'accord dans le sens où il faut rien laisser au hasard, tu vois, en termes de préparation, de matériel, pas commettre d'erreurs qui pourraient et éventuellement te faire échouer si t'y as pas pensé, tu vois. Et donc, le terme obsessionnel est peut-être un peu, bah, je sais pas, je me trompe peut-être. Moi, j'aime bien être détendu, relax. C'est important d'arriver avec un stock de sommeil aussi, parce que là, 2 jours et demi, le sommeil est très compliqué sur une Barclay, parce que finalement, 60 heures, c'est peu. Quand tu pars sur une course de 120 heures, t'as pas le choix, t'es obligé de dormir, t'es obligé de gérer ton sommeil, de faire un plan de sommeil. Sur 60 heures, tu peux presque ne pas dormir, et là, ça devient compliqué, en fait. Et en plus, si tu es serré au niveau du timing à chaque tour, tu peux pas te permettre de dormir. Donc, du coup, c'est super important d'arriver avec un stop de sommeil le plus reposé possible. Donc, si de la course tourne à l'obsession et qu'elle te fatigue avant la course, c'est pas cool, quoi. À voir à chacun comment gère son côté obsessionnel. Et j'avais écouté avec grand plaisir les 2 podcasts et celui d'Aurélien l'année dernière aussi. Très beau moment. C'est toujours hyper. Ouais, c'est des bons moments à écouter, c'est clair, et c'est plein de bons conseils aussi. Beaucoup d'émotions encore, c'était très à vif, je me souviens d'Aurélien Sanchez.
un épisode à écouter aussi. Ah ouais, Aurélien, c'est dément. Et Très poignant. j'invite les auditeurs à écouter Aurélien sur son expérience de l'année dernière. C'est un coureur que j'apprécie beaucoup, qui a une immense humilité et il a fait une course incroyable l'année dernière. Ouais, Incroyable. Ouais. ouais. Très très beau souvenir, effectivement, très belle personne. Sébastien, tu nous l'as dit là tout à l'heure, la stratégie là, ça va être nécessairement de s'unir en tout cas sur les premières boucles, la première et la deuxième, c'est ça ton idée là aussi, ce que tu avais retiré comme enseignement de la Chartreuse? Ah oui, oui, c'est sûr. C'est sûr parce que la course risque d'être plus dure, donc peut-être des nouveaux livres à des nouveaux endroits et j'espère avoir les jambes, tu vois, pour suivre des anciens qui vont courir vite et avoir la chance d'être aidé par eux sur des livres qui seraient identiques aux années précédentes, tu vois, sur l'emplacement et puis éventuellement apporter aussi ma pierre, tu vois, sur les nouveaux livres, sur des nouveaux lieux, quoi. Parce que je me souviens sur la Termine Rome l'année dernière, sur le premier tour, il y a deux, trois endroits où c'est moi qui trouvais le livre en premier parce que c'était un endroit qui était nouveau. Du coup, les anciens ne connaissaient pas spécialement la cache. Et du coup, quand tu es plusieurs à ce moment-là, tu vois, tu sillonnes un endroit de 50 mètres, 100 mètres. Si tu es à 3-4, c'est mieux que si tu es seul, quoi. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton organisation, sur la logistique avec qui tu vas partir aux États-Unis? Comment tout ça va s'organiser, l'équipe autour de toi et ton soutien logistique? Écoute, je vais partir avec un ami très cher, Yannick, avec qui m'a fait l'assistance à la Terminorum. Sur la Terminorum, je devais partir sans assistance et puis comme il était disponible, il était venu au dernier moment et ça avait été finalement, c'est toujours un avantage de toute façon sur ces courses où c'est une boucle que tu reviens au camp de base, tu vois. Donc là, je pars avec Yann et puis écoute, on va planter notre tente et puis on va faire comme à la Terminorum, hein. Il me préparera un peu d'alimentation. Il m'aidera à soigner mes pieds si besoin. Il me chuchotera, il me fera des petits bisous et il enverra une petite vidéo à mes proches Pour dire que tout va bien. si ça capte dans la forêt, tu vois. Est-ce qu'il y a du matériel spécifique que tu emportes là pour la course? Est-ce qu'il y a des choses très atypiques? Écoute, hier j'ai testé des petites chaussures avec des picots en tungstène là-dessous là pour éventuellement des conditions très très humides ou très glissantes. Je vais emmener plusieurs paires de chaussures, plusieurs paires de bâtons parce que je vais forcément casser dans ces pentes incroyables. Là, tu sais, la grosse problématique de la Barclay, c'est la météo en fait. Ça peut être très très compliqué en termes de brouillard, de pluie. Comme je dis toujours à mes élèves, il y a pas de mauvaise météo, il y a que des tenues pas adaptées. Et du coup, je vais partir de ce principe qu'il faut que j'ai la tenue adaptée à chaque tour et de quoi me changer, si tu veux, à chaque tour complètement pour affronter du très mauvais temps. Je voudrais pas échouer à cause d'une absence de matos ou autre, quoi. Je vais bien faire mon sac et puis partir avec tout ce qu'il faut pour tenir 5 tours dans du très très mauvais temps, dans de la neige, du froid, du brouillard. Je vais tout imaginer, tu vois. Et c'est important à ce niveau-là. Tu sais, c'est confortable quand tu reçois un orage sur la tête, mais que finalement t'as pas froid et que tu le traverses sans problème physique. Bah c'est déjà ça, quoi. Et sur la partie hydratation et nutrition pendant la course, est-ce que tu as déjà une stratégie en tête? Ouais, bah, j'ai un nouveau partenaire là qui me fait des produits 100% naturels. Je vais les citer parce qu'ils mettent beaucoup, c'est naturel origine et ils me font une alimentation 100% naturelle, sans chimie, sans rien, que j'apprécie énormément. Donc je vais être avec leurs produits et puis après j'aurai de l'alimentation très confort aux transitions. Ça sera ma crème anglaise, mon yaourt, des choses que en fonction de mon état, de mon estomac et de ma capacité à avaler quelque chose, quoi. On verra, j'espère. Du chaud, j'imagine aussi que tu vas privilégier au moment où tu repasseras au bivouac. Pourquoi pas, c'est pas forcément. Si j'ai froid, oui, ça sera intéressant. Après, sur nos raids d'aventure, on a l'habitude de s'alimenter froid parce qu'on prend pas le temps de chauffer en fait notre alimentation en raid d'aventure. Donc on mange tout, des pâtes, des raviolis, on mange tout froid, quoi. Donc ça c'est pas forcément essentiel, mais ça peut être confortable et ça peut faire du bien, ouais. L'orientation de nuit, là, c'est un sujet pour toi? Bah, ça peut être un sujet compliqué s'il y a du brouillard. S'il y a du brouillard, ça peut être très compliqué. Après, moi, j'ai une frontale qui peut monter à 1000-1200 lumens. Donc, si tu veux, ce qui est sûr, c'est que je vais prendre des batteries. Je vais m'alourdir de batteries pour éventuellement mettre plein gaz toute la nuit, tu vois. Et puis, quand tu mets plein gaz, tu mets le max de lumens, ça te maintient éveillé aussi. Tu vois, quand tu essayes d'économiser tes batteries, que tu mets 100 ou 200 lumens, tu vois pas grand-chose, finalement, tu t'endors. Donc, je vais pas faire l'économie. Je vais essayer d'avoir un sac le plus léger possible, mais en termes de batterie, je vais pas être économe. Je vais vraiment charger pour pouvoir allumer. Et ça, c'est un sujet, oui. S'il y a du brouillard que tu vois à 5 mètres la nuit, là, tu as du mal
à voir la crête que tu suis ou le petit vallon, tu vois, pour chercher un croisement de rivière, des choses comme ça peut être compliqué parce que ça va être de la vraie orientation hors sentier. Je dirais que ça m'inquiète pas en cas de visibilité parfaite. J'ai l'habitude, en cas de mauvais temps, là, ça complique pour tout le monde, hein, c'est clair. Hein. La partie sommeil, là, j'imagine que c'est difficile à anticiper, ça dépendra de l'instant, mais est-ce que tu te donnes quand même des principes de pas dormir plus de X heures ou autre? Enfin, si le cas se présente, est-ce que tu te donnes un espèce de cadre où ça va être complètement adapté en fonction de l'instant? A priori, j'ai pas prévu de dormir sur les 3 premiers tours. Dans l'idéal, ce serait d'avoir un peu d'avance et de pouvoir dormir avant le 4e. Et même, pourquoi pas, un petit peu faire une sieste flash. Attention, je parle pas d'un long cycle de sommeil d'1h30. Je pense qu'on aura jamais le temps, mais tu vois, de dormir 20 minutes 2 fois, ça pourrait peut-être permettre de passer les 60 heures si jamais j'ai la chance de pouvoir aller jusqu'au bout. Voilà, le schéma, ça va être de pas dormir, en tout cas pendant 36 heures, sauf gros problème, quoi. Ça m'amène à tes ambitions là sur la course, Sébastien. Est-ce qu'on s'autorise à rêver de faire un résultat? Et si oui, qu'est-ce que serait un résultat là quand on participe à la Barclay pour la première fois? Comment tu apprécies toi, sur le principe, tes capacités à finir? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible à considérer comme ça quand on est Virgin et qu'on se lance pour la première fois sur la Barclay? Écoute, je crois qu'il faut être très humble avec la Barclay. Je suis enfin voilà, je sais que c'est un chantier immense, que ça va être très très compliqué. C'est très excitant d'ailleurs. Après, si je te dis que j'y vais pour finir 3 tours, tous les copains qui m'écoutent, ils vont rigoler, ils vont dire mais c'est quoi cette langue de bois quoi. Donc non non, mais forcément ceux qui me connaissent, j'y vais pour finir les 5 tours. Aurélien nous a montré la voie l'année dernière, donc il a montré qu'un Français Virgin pouvait le finir. Donc j'ai bien envie de l'imiter, mais ça dépend de beaucoup de choses en fait. Ça dépend de beaucoup de choses. Il faudra que toutes les planètes soient alignées, que je sois en forme, que la météo soit pas exécrable, hein, tu vois, que Laz ait pas pondu un nouveau parcours impossible parce que il doit être excité comme un fou là avec ses 3 finishers de l'année dernière. Forcément, ça sera plus complexe. Donc tu vois, il y a des tas de choses. Et comme d'habitude, si je ne fais que 3 ou 4 tours, je serai pas forcément déçu en fonction de la façon dont s'est passée la course, tu vois. J'ai cette chance de participer. Voilà, les copains, les connaissances, ils me félicitent parce que j'y vais. Mais j'ai envie de leur dire, bah, j'espère qu'ils me félicitera parce que je l'ai fini. Mais bon, écoute, je vais profiter de cette chance de jouer au jeu de Laz et puis on verra bien. Mais oui, j'y vais pour finir. C'est mon ambition première. Tu nous as parlé des 3 socles, selon toi, là, essentiels pour bien respirer, enfin en tout cas espérer réussir sa Barclay, que sont l'orientation, le physique et le mental. Quels sont toi, tu penses, sur le papier, en tout cas, les arguments qui sont particulièrement en ta faveur et ceux qui sont peut-être un peu moins? Qu'est-ce que tu penses là? Peut-être tu pêches un peu plus versus d'autres coureurs et là, au contraire, bon, tu l'as expliqué, l'orientation, c'est quand même ta sphère d'expertise aussi. Est-ce que tu vois d'autres choses? Euh, Écoute, aujourd'hui, je te dirais que au niveau du physique, je suis pas prêt, mais j'ai 15 jours pour me préparer, et ça peut suffire. Ensuite, l'orientation, c'est pareil, il faut être très humble. Du jour au lendemain, tu peux être très nul sur une course d'orientation. Tu peux être le champion du monde le samedi et te rater complètement le lendemain. Donc, ça m'arrive encore de faire des belles boulettes. Donc là-dessus, c'est pas l'assurance, c'est pas du 100% l'orientation. En fonction des conditions, de ta concentration, de l'état de ta boussole, ça peut vite virer au vinaigre. Donc là-dessus, c'est pareil. Non, ma force, je pense que c'est connu, c'est mon mental. Je sais que quelle que soit la météo ou mes douleurs ou ce qui va se passer, j'arriverai à rebondir et j'espère le plus longtemps possible. Donc je vais m'appuyer là-dessus. Et puis j'espère que mon sens de l'orientation sera présent et que physiquement j'aurai les jambes pour grimper, descendre non-stop pendant 60 heures. Voilà, écoute, je vais m'appuyer sur mes points forts et en essayant d'être précis sur l'orientation et de m'entourer d'amis précieux. Comment est-ce que tu gères là la pression et les attentes autour de cette course? Est-ce que tu te sens exposé d'une certaine façon? Ou est-ce que tu prends ça avec recul? En fait, je me suis rendu compte que sur ces 3 dernières années, que quand il y avait du monde qui me suivait, alors que ce soit des amis ou des connaissances, c'était un moteur supplémentaire pour moi, tu vois. C'est-à-dire comme si ce que je le réalisais pas que pour moi, mais aussi pour d'autres, quoi. Et c'est vrai que ça a tendance à me galvaniser, en fait. Dès que je me lance dans un truc comme ça et que je sais que j'ai un soutien fort derrière, qu'il y a des gens qui me suivent minute par minute, j'ai des amis très proches ou ma famille qui vivent ma course. Et ça, mine de rien, pour moi, c'est pas source de stress. C'est une motivation C'est supplémentaire. un élan, ouais.
Mm. tout ça, tu fais pas que pour toi, tu fais aussi pour ceux que tu aimes et qui t'aiment. Et ça, c'est énorme. Alors là, j'ai des nouveaux partenaires aussi qui m'aident depuis 1 an ou 2. C'est tout nouveau pour moi. Et je pense aussi que j'ai envie de leur faire plaisir, tu vois. Ceux qui ont misé un peu sur moi, les premiers à 50 ans, j'ai envie de les remercier. Et ça va être un moteur aussi, je pense. En tout cas, voilà, plus je me sens soutenu, plus ça me galvanise. Donc j'espère que ce sera le cas dans quelques jours. Qu'est-ce que tu viens viscéralement chercher là sur cette Barclay? Une expérience de vie supplémentaire, un truc que j'aurais envie de raconter à mes petits-enfants plus tard, tu vois, un défi personnel, une nouvelle limite. Tu vois, j'aime bien, moi, me dire qu'on n'a pas de limite. Je dis toujours à mes élèves, ne vous fixez pas de limite. Et là, c'est un énorme chantier que 17 personnes ont fini depuis 1986. Donc, je me dis, bon, bah, là, c'est un énorme chantier. Et pourquoi pas toi, tu vois, pourquoi pas. Donc, voilà, essayer de repousser encore un petit peu les limites de ma ténacité, de ma résilience. Ta Barclay, elle sera réussie si quoi, Seb? Si je vais au bout de mon effort, tu vois, si elle sera réussie, si ça a été excitant, si ça a été générateur d'émotions et de souvenirs, si j'ai vibré, tu vois, si ça a été tendu, pas forcément si je fais les 5 tours, tu vois, mais si j'en fais 3 et que ça a été compliqué, que De l'intensité, oui. Mm. ouais, ça. Si elle a été intense, ouais. Est-ce que tu vois d'autres choses à dire, Seb, sur ta Barclay, là, sur tout ce qu'on peut en dire aujourd'hui, puisque tu n'as pas encore pris le départ? Ouais, ben, dire que j'ai cette chance-là de pouvoir y participer et que je vais essayer de répondre présent, quoi, en tout cas, ne serait-ce que pour moi et puis pour mes proches qui me suivent, tu vois. J'ai beaucoup de chance, voilà. Et pour le $60 d'investissement aussi, d'amortir. Ouais, exactement, j'essaie, je vais essayer de le rentabiliser, quoi. Seb, on va parler du reste de ton année 2024. Est-ce que tu peux nous donner un peu à voir ton calendrier? Tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a du raid, bien sûr. Il y a un rendez-vous off aussi très chouette qui se dessine. Il y a une longue course fin août aussi du côté de la Suisse. À quoi va ressembler le reste de ton année? Ouais, je me suis programmé des petits trucs sympas, effectivement. Bah là, tu vois, la semaine prochaine, je vais partir en Corse pour repérer une partie du GR20 parce que là, il neige non-stop sur les parties hautes, donc je pense pas pouvoir tout faire, mais en tout cas, je vais aller m'entraîner pour la Barclay, puis aller parcourir une partie du GR20 sur cette île que j'adore, qui est magnifique. Donc ouais, au mois de mai, fin mai, normalement, je vais essayer de faire une traversée express en autonomie du GR20. Et voilà, pour rendre l'appareil à mon sponsor Altor, là, qui est un équipementier corse, et il m'a demandé de faire ça dans le mode que j'aime bien, tu vois, en mode wildinisme, tout seul. Là, je vais essayer de le faire en portant toute mon alimentation, même pas en m'arrêtant dans les refuges pour manger, tu vois, juste solo, quoi, du départ jusqu'à la fin, solo, à prendre de l'eau dans les rivières ou les fontaines. Et donc, je vais aller repérer parce que c'est quand même un chantier, ça aussi. Le GR20, c'est pas rien, quoi. Peut-être ce qu'il y a de plus technique comme tracé au monde sur les GR. Tu connais pas le GR aujourd'hui ou très peu? Oui, alors je connais pas l'intégralité, mais je suis allé tellement souvent qu'il doit me manquer une cinquantaine de kilomètres. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. J'y retournerai un petit peu pareil début mai pour me balader, m'entraîner, me préparer. Donc j'ai ça fin mai. J'ai un grand rendez-vous qui me tient à cœur. C'est début juillet, c'est Raid in France. C'est la Coupe du Monde de Raid Aventure en France, où on a une belle équipe avec Sandrine, Adrien et Benjamin, et on va aller jouer vers le plateau des Mille Vaches, vers Buja là-bas. Donc sur un raid C'est aventure vrai que de 4. lui aussi. Ouais, Sandrine Béranger qui fera aussi le GR20 en même temps que moi. Voilà, on doit pas le courir ensemble a priori, mais elle fera aussi une traversée express au même moment. Donc Ok. voilà, on a un début de saison un petit peu tous les deux, et puis voilà, j'ai envie de te dire que la course auquel je pense beaucoup aussi, c'est cette Swiss Peaks 660 fin août, début septembre, parce que 660 km, c'est un peu comme la traversée des Alpes, c'est une aventure incroyable à vivre. Je crois qu'il y a 49 000 mètres de dénivelé, donc là c'est un format unique cette année que les organisateurs proposent. Du coup, quand j'ai vu passer ça au mois de septembre, là, je me suis dit non mais il faut que j'y aille. Donc alors c'est un crève-cœur parce que du coup, j'irai pas autant des glaciers et ça va être très difficile. Mais voilà, cette course en Suisse sur un territoire que je connais pas, voilà, ça va être super. J'ai vu qu'Aurélien Sanchez était là-bas. Il y aura d'autres coureurs connus, donc ça va être ouais, une très grande Un beau aventure, ça moment encore. aussi. Ouais. Ah, j'espère, ouais, j'espère. Et puis donc les championnats du monde de raid aventure en Équateur fin novembre.
mi-novembre là où on aura ce petit esprit de revanche certainement et une grande motivation. Voilà. Beau programme. Sébastien, c'est ma dernière question du podcast. Quand on avait changé la première fois, ton motto de la fin était l'impossible n'est rien. Est-ce qu'il est toujours d'actualité? J'ai mon idée sur la réponse. Ouais, plus que jamais, parce que depuis ce podcast-là, il y a eu la Terminorum, il y a eu ce deuxième Tour des Glaciers. Je crois que oui, en tout cas, il faut toujours y croire. Il faut toujours y croire et pour rendre l'impossible possible, ça c'est une certitude. J'en ai eu plusieurs expériences. Alors la Barclay est pas impossible puisqu'elle a 17 qui l'ont terminé, mais c'est un long chemin, c'est une étoile inaccessible comme dirait Jacques Brel, mais on pourrait, c'est pas impossible donc allez quoi. Merci Sébastien d'être revenu avec nous sur ton projet de Barclay à quelques semaines ou peut-être même quelques jours du départ. Sois assuré évidemment de notre total soutien puis de notre attentif et bienveillant suivi à distance alors que tu seras en train d'évoluer sur les sentiers au milieu des ronces du parc de Frozened. On te souhaite de revenir les poches pleines de 65 pages arrachées sur ton parcours. Ça serait très bon signe sur l'issue de ta Barclay, même si tu dois les remettre à l'as. Mais voilà, on espère qu'il y en aura 65 au compteur. Ce serait très bon signe. Merci encore. Je l'ai dit en préambule de notre épisode, c'est toujours un immense plaisir d'échanger avec toi. Merci pour tout ce que tu nous apportes et voilà, toute l'inspiration que tu peux insuffler aux auditeurs et à moi-même par tes exploits et puis par ton état d'esprit qui est hyper agréable et ta gentillesse naturelle. Voilà, c'est un vrai bonheur. Merci Guillaume et j'espère qu'on aura l'occasion de reparler prochainement. Garde-toi un petit créneau à ton retour. Ouais. Merci pour tout ça. Plaisir. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.